Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Manifestation des commerçants du chemin de fer ce matin à Ouagadougou. Ces commerçants mécontents sont sortis pour dénoncer la gestion du train voyageur depuis sa reprise du trafic. La substance de cette marche à suivre dans ce journal. Des échanges sur la création des entreprises résilientes en temps de crise sécuritaire et le rôle de la jeunesse burkinabé étaient au centre d'un panel initié par l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis à Ouagadougou. Plus de détails dans un instant. Et puis, dans la province du Ganzourgou, où se situe la commune rurale de Mégué, un centre de traitement mutualisé de minerais aurifères vient de voir le jour. Ce centre en phase expérimentale est inauguré hier. On en parle également. Voilà une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous débutons par cette actualité. Le ministre en charge de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a été évalué hier par le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Son rapport obtient 75%. À la sortie, le ministre de la Défense était remonté contre le rapport de l'ALCE et demande à l'institution de tenir compte de l'urgence du moment. Nous en savons plus avec Yacouba Kiamtouri. L'on se rappelle du rapport de la SELC qui indiquait que de 2016 à 2021, sur 14 contrats d'armement d'un montant de 83 milliards de francs CFA, 8 marchés de plus de 75 milliards de francs CFA ont été attribués à plusieurs entreprises appartenant à une même personne. Sur ce point du rapport, le général de brigade Kassoum Koulibaly est clair là-dessus. Les achats d'armes ne peuvent être comparés aux achats de fournitures de bureaux. L'armement, ce ne sont pas des cacahuètes qu'on vend partout au bord de route. L'armement, c'est quelque chose de différent. Et la période indiquée, il faut vous souvenir que c'est une période où on était à la CEDEAO. Pour acquérir une arme, il y a tout un processus qui est imposé des États membres qu'il faut respecter. Je crois que si vous arrivez à montrer que le processus est bien suivi, oui. Si vous arrivez à démontrer qu'il y a des manipulations, des choix faits sur des bases d'amitié ou quelque chose, oui. Des critères faits sur des bases de corruption, oui. Mais quand directement on sort comme ça, on dit non, on a tel nombre de machines, on ne peut pas telle personne, ça fait quand même un peu de légèreté. Et qu'on demanderait que les gens tiennent compte de ça. Ce n'est pas des fournitures de bureau, ce ne sont pas des cacahuètes, c'est de l'armement, je dis bien de l'armement. On ne gagne pas ça partout. Si quelqu'un peut nous amener de l'armement dans de bons délais, à bon prix, à de bons prix, que je peux mettre tout le monde à défi, qu'on nous amène ça, oui. Cet aspect relevé par la SELC n'a pas entaché le contrat d'objectif 2023 de son ministère. Le taux d'exécution tourne autour de 75%. Le taux d'exécution prend un certain nombre de paramètres en compte. Et bien, nous allons nous proposer de faire des recommandations pour qu'on puisse faire une amélioration. Parce que, vous regardez comme le ministère de la Défense, beaucoup de formations chez nous se font au-delà d'un an. Si on vous note trimestriellement, ça peut aller, mais en fin d'année, on peut ressentir un manque parce que c'est comme si vous n'avez pas fait de temps, alors que non, parce que les paramètres ne prennent pas en compte la durée de la formation. Et aussi pour les problèmes d'infrastructure, nous sommes là-dessus, mais beaucoup de trucs qu'on a un peu mis en retrait afin de mener d'autres activités de cohésion et d'autres activités opérationnelles surtout sur le terrain. Surtout aussi pour les effectifs. Vous vous souviendrez que c'est l'une des années où on a fait le plus gros effectif possible de recrutement. Nous sommes partis de progression de 200 à près de 500-800%. En plus du ministre de la Défense, plusieurs ministres ont été évalués par le Premier ministre, dont celui de l'Éducation nationale, de l'Énergie et des Mines. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, en partenariat avec la Société nationale des substances précieuses, a procédé à l'inauguration officielle d'un centre de traitement mutualisé de minerais aurifères pour une phase expérimentale.
Ce centre est situé dans la commune rurale de Mégué, dans la province du Ganzourgou, région du Plateau central. Son inauguration a eu lieu hier et c'était en présence de Pakisba Mariama Ouedraogo. La Société nationale des substances précieuses a formalisé certains sites aurifères. Cela à travers l'inauguration d'un centre de traitement mutualisé de minerais aurifères dans la commune de Mégué, dans le Ganzourgou. Cette inauguration est une phase pilote pour permettre aux orpailleurs de travailler dans la légalité. C'est autour de 2 à 3 millions d'acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans l'orpaillage. Il faut les organiser, il faut pouvoir les envoyer les bonnes pratiques en matière d'exploitation et de traitement. Donc l'objectif pour le gouvernement, c'est véritablement aller vers l'organisation de ce sous-secteur à travers leur formalisation pour que ces acteurs s'organisent d'abord en coopérative et que l'État puisse les accompagner par la suite. L'investissement pour la construction de chaque site coûtera entre 50 et 200 millions de francs CFA. En fonction du type de matériel ou des équipements utilisés, il faut voir entre 50 et plus de 200 millions. Donc c'est tout un ensemble d'équipements, d'investissements que le gouvernement en tout cas a voulu mettre à la disposition des acteurs pour que ces acteurs puissent d'abord s'approprier cette question de préservation de l'environnement, mais également pouvoir améliorer le taux de rendement du traitement des minéraux. Le chef de département suivi des projets miniers, André Samandoulgou, rassure la population que sur ces sites, aucun produit chimique ne sera utilisé. Nous confirmons qu'aucun produit chimique n'est utilisé. Vous aurez remarqué lors de la présentation de la chaîne qu'en aucun moment n'est intervenu un produit chimique. Donc c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas des produits qui puissent avoir des effets nocifs bien sûr pour l'environnement, mais aussi pour les personnes qui utilisent en fait ces équipements. C'est un ouf de soulagement pour les orpailleurs qui se sont constitués en coopérative et peuvent désormais travailler sans craindre les représailles des forces de l'ordre. C'est une grande fierté, c'est un grand sentiment de joie que l'État est vraiment à partir de maintenant reconnu et décidé de nous accompagner dans notre activité, de la rendre vraiment légale, de la rendre officielle pour que dans le futur on l'exerce sans crainte, sans peur, parce que à chaque fois quand on apprenait que les autorités arrivaient, c'était la débandade. Après celui de Mégué, les autorités procéderont les jours à venir à l'inauguration de celui de Gawa dans le sud-ouest du Burkina Faso. Et puis, les commerçants du chemin de fer ont marché ce matin pour dénoncer la gestion du train voyageur depuis sa remise sur les rails le 17 novembre dernier. Ils ont remis au directeur général de Sopafer B un document contenant les différents points de revendication. Siblina Kelsey a suivi la marche à la Citaraï de Ouagadougou. Voici son compte rendu. Ils sont des jeunes, des femmes, des vieilles personnes et aussi des chefs traditionnels qui ont pris part à la marche. Tous exigent la reprise du train voyageur Ouagadougou-Abidjan-Ouagadougou dans de bonnes conditions. Car pour eux, depuis la reprise des activités du train voyageur au niveau national, les commerçants n'ont rien eu comme profit avec la gestion de la Citaraï. Aboubakar Bansé, membre de l'association des commerçants du chemin de fer, explique. Le fonctionnement même, nous-mêmes, nous voulons que le train, là, si le train quitte à Ouagadougou, pour que le puisse arriver jusqu'à Abidjan, pour que nos populations là, puissent profiter. C'est ce que je vous l'avais dit auparavant, parce que nos vieilles là profitent beaucoup de cette situation-là pour nourrir même leur famille. Donc sans ça, je crois que ça serait difficile. Mais il y a des gens qui géraient le train auparavant. Donc si la Citaraï ne peut pas gérer, qui transmettent la gestion là à ceux qui peuvent les gérer pour que ça puisse profiter à tout le monde. C'est pourquoi ils demandent la remise de la gestion à l'ancien prestataire. Nous voulons que nos autorités nous écoutent pour que le train voyageur là, puisse reprendre comme nous le souhaitons, pour que ça va dans l'intérêt des deux pays et ça va dans l'intérêt des populations. À remettre à l'ancien gestionnaire, d'autant plus qu'actuellement on constate que la Citaraï même actuellement ne va même pas
la site arrêt n'a pas pris la route souhaitée. Donc nous voulons qu'on remette la gestion à l'ancienne prestataire pour que les choses reviennent comme il se doit. Le directeur général de la SOPA Ferbir, qui a reçu le courrier contenant les points de revendication, a qualifié cette marche de citoyenne. Rodrigue Sommet a promis transmettre la lettre des commerçants du chemin de fer à qui de droit. Cette invite aujourd'hui, à travers cette lettre, c'est pour nous dire que le travail qu'on fait, de continuer à améliorer, parce que vous avez besoin de plus. Vous parlez d'opérateurs, de remettre à des opérateurs. On est toujours ouvert. S'il y a des opérateurs qui ont les moyens, qui veulent nous aider pour que ce chemin de fer soit ce qu'on veut être, c'est pour ça que nous travaillons. Et je prends votre invite au travail, nous ferons ce que nous pouvons. Si vous avez des conseils, vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Moi-même, je suis là. Je transmettrai à qui de droit le document qui m'a été transmis et ce qui adviendra, les recommandations, les instructions qui me seront données, vous aurez un retour. Pour les marcheurs, si rien n'est fait d'ici 10 jours, ils iront en grève jusqu'à ce que leurs requêtes soient prises en compte. Comment créer des entreprises résilientes en temps de crise et quel est le rôle de la jeunesse? Telles étaient les principales discussions lors du panel organisé par l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis du Burkina qui s'est tenu hier à Ouagadougou. Plusieurs intervenants ont partagé leurs idées sur l'entrepreneuriat avec les membres de l'association. Plus de détails avec Sidiki Kabri. Au-delà d'un simple panel, cette rencontre a servi de tribune de partage d'idées pour inciter les jeunes à développer l'esprit entrepreneurial. Selon le président de l'association, un tel panel est nécessaire au regard du contexte sécuritaire difficile. Notre pays est dans une sécurité qui ne dit pas son nom. Les entreprises sont en crise, l'État est en crise. Et le chemin de l'emploi est vraiment très compliqué pour nous, étudiants et élèves. Donc nous devons prendre nos mesures et pouvoir initier en fait d'autres actions pour pouvoir demain être indépendants financièrement. Ibrahim Nebié, l'un des panélistes du jour, a invité les étudiants à se concentrer sur des entreprises compétitives, rentables et surtout durables. Nous avons essayé de parler de ce que nous faisons comme activité, notamment la production animale et la transformation, c'est-à-dire la grillade à travers les produits de notre ferme. Voilà, après ça, on a essayé de donner quelques conseils et de faire sortir le lien qu'il y a du thème, notamment entrepreneuriat en termes de crise. Et nous avons dit en conclusion que derrière l'adversité que nous vivons au Burkina aujourd'hui, mettra notre salut. Les participants sont sortis satisfaits de cette rencontre. Nous devons tout d'abord faire face à l'insécurité tout en étant résilients et ne pas abandonner tout de même nos idées d'entrepreneuriat car le Burkina Faso a besoin de jeunes résilients pour faire face à cette insécurité afin d'augmenter l'économie. Le thème était vraiment très pertinent. Donc pour moi ça allait être un cours de 50 heures. Parce que ce que nous, les jeunes, nous avons besoin actuellement, c'est d'être motivés, c'est d'être conseillés. Donc pour être outillés, il faut ce genre de conférences. Ce que moi j'ai retenu à travers cette conférence est qu'il faut toujours être des VDP, même pas des VDP au fond, il faut toujours être VDP de la vie. En raison de la pertinence du thème, le gouverneur de la région du centre a marqué sa présence pour encourager et réaffirmer son engagement à accompagner les étudiants et les élèves dans leur recherche d'emploi. Toute initiative qui rentre dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'entrepreneuriat, eh bien, nous ne pouvons que accompagner efficacement cette initiative. Ce panel, qui portait sur l'entrepreneuriat en temps de crise, a vu la participation des plus hautes autorités de la région du centre. L'association prévoit d'appliquer prochainement les enseignements tirés de ce panel. Et puis, l'association Action mondiale pour la solidarité à Montsoli vole au secours d'étudiants vulnérables. Dans le cadre de son projet Ensemble construisons un avenir numérique inclusif, à Montsoli a doté ses étudiants en ordinateur. La remise a eu lieu hier sous le regard du directeur de cabinet du président de la transition, Denise Koulibaly et Mireille Ouedraogo.
Ce sont des enfants de FDS tombés pour la patrie en situation de précarité et des étudiants déplacés internes qui ont bénéficié de ces ordinateurs de l'association Amosoli. Ce geste est pour l'association une réponse à l'appel à solidarité du capitaine Ibrahim Traoré. Notre but en tout cas est d'encourager vraiment la jeunesse et c'est vraiment de soutenir en tout cas ce public en tout cas qui en a besoin et d'essayer vraiment d'encourager le gouvernement à aller au-delà de leurs combats. La remise des ordinateurs s'est tenue à la présence du directeur de cabinet du président de la transition, Martha Céleste Anderson Meda, tout en saluant cette action de solidarité de Amosoli, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces ordinateurs. C'est vraiment une satisfaction de savoir que beaucoup de gens sont engagés dans cette lutte contre l'obscurantisme bien sûr, mais au-delà de privilégier les personnes vulnérables, notamment nos petits frères et les enfants des FDS tombés sur le champ d'honneur, ainsi que les personnes déplacées internes, les personnes vulnérables de manière générale. Salimata Belem, étudiante à l'université de Wayouya, est en joie avec son ordinateur à main. C'est une joie pour moi de recevoir ce prix. Avec cet ordinateur, je pourrais prendre mes cours et faire mes recherches. Je remercie beaucoup aux donateurs. Amosoli est une association qui a été créée par Makido Sorgo, burkinabé vivant en Belgique. Amosoli s'est donné pour mission d'œuvrer pour la promotion de l'éducation, de la santé et de la solidarité. Contribution à l'effort de paix. Le complexe scolaire Wen Lamita ne s'est pas fait prier. Le fondateur du complexe scolaire Wen Lamita a reversé 1 million de francs CFA pour la lutte. La quittance de versement a été présentée à notre reporter Fatih Sankara. Reconnaissance des efforts des FDS et contribution à la reconquête du territoire. C'est le bien fondé de ce geste d'1 million de francs CFA reversé au trésor par le fondateur du complexe scolaire Wen Lamita. Le fondateur répond ainsi à l'appel à contribution du chef de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons contribué au fonds de soutien patriotique vraiment pour prouver en fait que notre école, notre établissement, notre complexe scolaire est une entreprise citoyenne, pour permettre aussi vraiment à ce que le pays soit libéré, parce que nous avons tous besoin de la paix. Voilà, c'est après la paix que l'on peut parler de scolarité, on peut parler d'enseignement et on peut parler d'éducation. Nous avons besoin de cette paix-là et de la conserver à travers l'éducation. Et l'éducation est un maillon essentiel pour vraiment conserver, pour aboutir à cette paix-là. En plus de la contribution du fondateur, les élèves et les enseignants du complexe scolaire Wen Lamita ont aussi suivi les pas. Ils contribuent diversement à l'effort de paix. Et après cette contribution, il y a les enseignants et l'administration de l'établissement aussi qui contribuent mensuellement, comme le chef de l'État l'a demandé. Chaque mois, il y a une contribution sur leur salaire de 1% qui est reversée au niveau de fonds patriotiques aussi. Voilà. Et en plus de cette contribution, de ces contributions régulières des enseignants et de l'administration, nous avons aussi la contribution des élèves aussi qui sont organisés pour contribuer à cet effort de paix aussi. Et la dernière contribution vous allez voir de nos élèves est de 130 000 francs. Le complexe scolaire Wen Lamita intervient dans l'enseignement général et technique. Il est présent dans les quartiers Tampui, Rimketa, Pazani, Malkoussi, Yagma et Bargo de Ouagadougou. Et en culture, les portes de la 3e édition du Festival de la paix se sont refermées le dimanche dernier. Une édition tenue sous le thème cohésion sociale et reconquête du territoire. La clôture a eu lieu dimanche et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo. Le Festival de la paix, un concept pour galvaniser les FDS et VDP. Le promoteur s'est dit satisfait de la tenue de cette 3e édition. Mohamed Sanfo pense désormais au 4e Festival de la paix.
Alhamdulillah, la première édition, deuxième, troisième édition, ça fait plaisir quand même. Vous avez vu le public, tout le monde, les jeunes de l'arrondissement, que ce soit les vieux, les vieilles, vous avez vu les différentes associations qui sont venues. Les éditions à venir, c'est comme on le dit, c'est toujours dans le cadre de sensibiliser les jeunes, les femmes, tout le monde, que ce soit musulmans, chrétiens, n'importe religion. C'est la paix on veut, c'est la paix, rien que la paix, sans la paix on ne peut rien faire. Chrétiens, que ce soit riche ou pauvre, on ne peut rien faire sans la paix. C'est la paix avant tout. On souhaite que la paix, rien que la paix au Burkina Faso. Le représentant de la marraine a félicité le comité d'organisation et invité les Burkinabés à contribuer pour le retour de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que c'est avec une grande joie que nous accompagnons cette activité parce que non seulement en substance l'activité, il fallait bien se libérer et se disponibiliser pour accompagner parce que rares sont ces jeunes aujourd'hui en temps de crise qui ont ces ans d'initiative. Et s'il faut accompagner aussi les autorités, nous ne pouvons pas avoir des armes pour aller sur le terrain, mais ce qu'on peut en termes de comportement, en termes de conscientisation et de sensibilisation, on peut beaucoup faire pour que nos jeunes frères et également nos sœurs également aient des comportements dans le cadre donc d'accompagner les autorités pour que au moins les soldats puissent être à l'aise et moralement capables donc de supporter et de pousser donc l'ennemi derrière donc nos frontières. C'est dans une bonne ambiance que les lampions de la 3e édition se sont éteints. Rendez-vous est pris en 2025 pour la 4e édition. Nous parlons action de grâce pour poursuivre. L'agence Sainte Rita Voyage a organisé le samedi dernier une cérémonie d'action de grâce doublée d'une remise de bénédiction papale à 50 pèlerins de la cuve 2023. Une occasion de renouveler la foi des pèlerins et prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Sidiki Kabré. Ce sont au total 50 pèlerins de la cuvée 2023 de l'agence Sainte Rita Voyage qui reçoivent leur attestation de bénédiction papale, témoin de leur passage sur le pape. On a été à Rome en août dernier et à l'audience papale. Et à l'issue de l'audience, le pape aussi a voulu nous bénir et marquer son affection. Parce que tout simplement, on est venu pour le pèlerinage, visiter Rome, visiter les lieux saints. Et voilà, en retour, il nous remercie et il nous accorde sa bénédiction apostolique. C'est pour cela, bon, nous, en tant que, c'est une agence, je dirais, chrétienne, voilà, qui accompagne les fidèles pour leur ressourcement spirituel. Et c'est pour cela que nous avons réuni les fidèles ce matin, les pèlerins ce matin, pour les remettre officiellement les bénédictions qui va encore renforcer leur foi. L'évêque célébrant la messe pour cette remise d'attestation a prodigué des conseils aux nouveaux pèlerins. Le message est que ce qu'ils ont vu, entendu et vécu, qu'ils puissent le partager avec les autres. Le deuxième message, qui est vraiment fondamental, c'est que les différents pèlerinages augmentent en eux la foi. Pour les pèlerins, c'est une satisfaction totale. C'est une joie immense. Une joie immense que je ne saurais exprimer. Parce que le fait même d'avoir la chance d'être béni par le pape, d'être reçu par le pape en audience, c'est déjà une grâce inestimable. C'est sous des chants de louanges et de prières pour le retour de la paix au Burkina Faso que les pèlerins se sont quittés. L'actualité sportive à présent. 30 jeunes arbitres ont bouclé le samedi dernier un cours pour arbitres jeunes talents, une formation initiée par la FIFA en collaboration avec la Fédération burkinabé de football. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus dans ce reportage. Ces 30 arbitres jeunes de football sont sélectionnés parmi les arbitres de district et de ligue évoluant déjà en division 2 masculin et en division 1 féminin. Je voudrais d'abord dire que c'est un cours jeune talent
C'est-à-dire ceux qui peuvent être l'élite un jour au niveau d'arbitrage national et international. On essaie de les sélectionner dès le début, à leur jeune âge. On les forme dans la perspective qu'ils deviennent des arbitres d'élite un jour. Donc la formation a un sens parce que ça permet d'asseoir les bases d'une performance en tout cas excellente au niveau de l'arbitrage burkinabé, de façon à ce qu'on les encadre et par la suite ils deviendront des arbitres, des grands arbitres, des arbitres d'élite. Donc c'est des arbitres qui courent déjà sur le terrain, qui pratiquent déjà, mais ils ont été sélectionnés sur la base de leur performance passée et de leur âge. Parce que ceux qui sont là, que vous voyez derrière moi, sont des arbitres qui ont moins de 27 ans. Parce qu'on estime que le temps qu'il leur reste pour finir leur carrière, ils seront de très grands arbitres. Donc ils sont sélectionnés sur la base de leur performance et des critères d'âge. Plusieurs modules étaient au menu de ces 7 jours de travaux. Les modules, il y en avait suffisamment. Il y en avait les thématiques actuelles de la FIFA, telles que le challenge, faute de main, faute tactique, le hors-jeu, etc. On a aussi vu repasser les nouvelles modifications aux lois du jeu intervenues pour cette année-là. Et ce qui a été intéressant, c'est surtout les exercices intégrés qu'on a eu à faire sur le terrain, parce que là, les enfants étaient en situation de match, et puis on les observait, et puis on les critiquait, et puis on essayait de débriefer juste après l'activité. Et je crois que ça leur permet de se corriger rapidement et de pouvoir évoluer. Le stage a pris 5 jours fatidiques, mais 5 jours de travail intense, 5 jours de travail plein. Et je peux dire que ces enfants-là, ils ont eu la chance, en tout cas, d'avoir une équipe d'instructeurs assez aguerris, et ils ont pu donc assimiler les connaissances. Je pense que si on a de la chance, il y a de la très bonne graine dedans. Ils ont besoin d'un peu d'encadrement, d'un peu de suivi, et puis ils vont pouvoir relever le défi. Je suis sûr, ils pourront en tout cas valablement prendre la relève. Et pour Issaka Koulabiga, porte-parole des participants, cet atelier leur permettra désormais d'améliorer leur prise de décision au cours d'un match de football. Sur le terrain, nous allons mettre en pratique tout ce qui nous ont appris concernant les fautes dans la surface de réparation, les fautes de main, les fautes tactiques et les hors-jeux. Et pour n'en citer que, voilà, sinon nous avons acquis beaucoup de connaissances durant ce stage. Notons que les participants sont venus de toutes les ligues, sauf celles du Sahel et du Centre-Sud. Certains clubs féminins de football des Ligues 1 et 2 ont fait une déclaration le vendredi dernier à Ouagadougou pour demander aux différentes parties d'aller au dialogue pour trouver une solution aux problèmes qui minent le football burkinabé. Elles se sont exprimées suite aux décisions prises par les ligues régionales des Hauts-Bassins et du centre de football de suspendre leur participation aux activités de la Fédération burkinabé de football. Cette déclaration a été lue par Agnès Nana, porte-parole des clubs féminins des Ligues 1 et 2. Ruben Wilson, Kodjo. Nous, clubs féminins de Ligue 1, Ligue 2, soucieux des valeurs qui fondent la société burkinabé et la pratique de football, convaincus de la nécessité du pouvoir de football féminin au Burkina Faso, convaincus que nous devions préserver les acquis engagés pour le football féminin après une première participation historique à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2022, convaincus que la politique du pouvoir et de développement du football féminin trace un tel avenir pour nos talents qui nous demandent qu'à compétir, engagés à défendre les intérêts de nos joueuses, vu les décisions, les ligues régionales des Hauts-Bassins et du centre suspendues jusqu'à nouvel ordre leur participation aux activités de la Fédération burkinabé de football. Au regard de la gravité et les répercussions que cela pourrait engendrer au sein des clubs, notamment les clubs féminins, avons senti l'impérieuse nécessité d'attirer l'attention de l'opinion sur les risques que court le football, et nous nous démarquons de toute position tendant à bloquer la pratique du football. Nous, clubs féminins, souhaitons l'apaisement et la reprise du dialogue entre les
les parties concernées pour une reprise complète des activités dans la sérénité. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour cette constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.